mal de questions et ok. Il y a pas mal de personnes qui, tout au long de la semaine, me posent pas mal de questions et j'apprécie énormément. Je voulais également dire merci vraiment pour votre confiance. Voilà, vraiment, cela me fait très chaud au cœur. Et ce qui a beaucoup attiré mon attention cette semaine, et c'est pourquoi je vais partager ça avec vous, il y a d'autres qui m'ont dit, on a envie, il y a un business de trottinette qui vient d'être lancé partout dans le Canada, aux États-Unis, et ils m'ont appelé pour savoir qu'est-ce que j'en pense. Est-ce que je pourrais leur conseiller de démarrer de tel business? Et moi-même, j'ai participé à ce business. Et quand je dis participer, je suis allée écouter. Parce qu'avant de parler, il faut quand même que je suive. Donc, je suis allée suivre. Et ce qu'il en est sorti, c'est que moi, je ne peux pas, nous sommes tous des adultes ici. Mon but, je suis conseillère en sécurité financière, mais mon but n'est pas de vous dire ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. C'est pas moi de vous dire. Mais je suis là pour vous donner des informations. Et grâce aux informations que je vais vous donner, maintenant, vous pouvez prendre des décisions qui vous arrangent. Donc, je ne pourrais pas vous surveiller. Mais quant à ce business, la personne m'a demandé, est-ce que tu pourrais te lancer dans un business pareil? J'ai dit non, c'est pas quelque chose pour moi. Et les conseils que j'ai donnés pour ce genre de business, en fait, c'est quel type de business? Je n'ai même pas retenu le nom, mais c'est les genres de business, on vous dit, on a les packages de 900 $, mettez 900 $ et chaque jour, on va vous payer 150, vous allez faire 100%, 200% de bénéfices, 300%, 500, d'autres m'ont même dit c'est 1000% de bénéfices. Et tantôt, bon, ça, je rapporte avec mes mots, hein, tantôt, quand tu vas faire ça pendant 3 ans, à un moment donné, tu n'auras plus du tout besoin de travailler après 3 ans seulement. Et pour moi, c'est investir de l'argent, c'est pas mauvais. C'est comme quand on achète par exemple les terrains, ok? Ça prend de la valeur. Mais nous voyons très bien pourquoi ça prend de la valeur. Lorsque vous mettez peut-être de l'argent en bourse, si tout marche bien, ça peut prendre de la valeur. Mais quant à faire quelque chose pareil, peut-être je mets mes amis dedans et ainsi de suite. Moi, déjà, ce que je vais dire, ça, c'est du Ponzi. Le Ponzi, c'est quoi? C'est qu'il y a quelqu'un en haut, ceux qui viennent vers le bas payent et on paye les autres en haut avec. C'est en fait ça le Ponzi. Donc, quand les gens, d'autres sont venus vers moi, m'ont encouragé à faire ça, que non, il faut mettre ton argent. C'est que si je mets mon argent, c'est avec ça qu'on va les payer. Donc, c'est avec ça qu'on attire les gens. La question, c'est quand le business va tomber, la dernière personne va vous en vouloir. Et je vois également, il y a beaucoup de gens d'église qui se sont lancés dedans en disant, ouais, le Seigneur m'a convaincu. Moi, je vais le dire, ça c'est pour moi. Il n'y a pas le Seigneur dedans. Dans les histoires qu'on dit, le Seigneur m'a convaincu. Le Seigneur lui-même, le Seigneur Jésus, ok, c'est un charpentier. Je pense que des trucs comme ça devaient exister depuis, mais il ne l'a pas fait. Donc, il savait qu'on doit manger à la sueur de son front. Ça ne veut pas dire qu'on doit travailler difficilement pour avoir de l'argent, mais on peut travailler intelligemment et avoir de l'argent. Mais ce type de business, je ne dis pas ne faites pas, mais je dis, moi, en tant que conseillère, non, c'est pas pour moi. Et je ne vais pas, et même si vous voulez le faire, n'embarquez pas n'importe qui dedans parce que ça peut après retomber sur vous. Quand la compagnie va fermer, la dernière personne qui aura investi dedans et son argent sera parti et la société aura fermé, la personne va beaucoup vous en vouloir. Donc, faisons très attention. Et j'ai également, puisqu'on parle des cartes de crédit, parce qu'il y a d'autres qui m'ont dit non, j'ai même pris beaucoup de crédits, des millions pour aller mettre dedans. La question, c'est quand vous prenez encore le crédit pour aller mettre dedans, qu'est-ce qui vous garantit qu'à un moment donné, vous allez toujours réussir? Donc, c'est ça. Et je posais la question à la personne de savoir depuis quand est-ce que la compagnie existe? Elle m'a dit depuis deux. Enfin, quand j'ai suivi aussi, ils m'ont dit depuis 2018. Et où est-ce que la compagnie est? Oui, la compagnie est installée, la compagnie vend des trottinettes. Est-ce que vous avez déjà vu les trottinettes? Non. Mais comment vous mettez de l'argent et ça se multiplie comme ça? Soit c'est que, je ne sais pas, il y a quelque chose. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui travaille pour que vous mangez. Pour moi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous voyez, je sais qu'au Canada, la situation est telle qu'on a beaucoup peur. La situation économique crée la peur chez certains. Et je dis toujours, la peur, c'est un esprit. La situation économique crée la peur. Mais ce n'est pas parce que la situation économique est telle qu'elle est qu'on va prendre des décisions n'importe comment. Quand vous allez mettre l'argent comme ça et puis vous mettez 7 000 $ et pam, vous avez 21 000 $ en quelques temps, moi je dis ce n'est pas normal. Et vraiment, quand on fait des choses pareilles, ne mettons pas le nom de Dieu dedans. Ne nous amusons pas avec le nom de Dieu. Si on veut faire, qu'on le fasse. Mais il ne faut pas que on agisse sur la psychologie des gens en disant, tu sais, c'est Dieu qui m'a dit. Il y a beaucoup de choses que Dieu dit. Connaître la littératie financière, je vous garantis, c'est très bien. Ça vous garde de beaucoup de mots.
Et c'est vrai, il y a d'autres qui participent, peut-être parce que vous ne voyez pas l'argent en monnaie fiduciaire dans votre main, vous croyez que vous ne gagnez pas. Suivre l'information et ne pas se faire, par exemple, arnaquer par les banques et ainsi de suite. Sincèrement, vous avez gagné et vous n'avez fait de mal à personne. C'est juste que vous vous êtes préparé contre une attaque. L'argent qui devait disparaître, ça n'a pas disparu. Et encore, est-ce que tous les business dehors sont mauvais? Non. Est-ce que c'est que je vous encourage à faire le même business que moi? Non. Mais une chose est sûre, ce que j'ai dit aux gens, le business que je fais, j'ai le backup du gouvernement. Donc, même s'il y avait une perte de tous mes clients, le gouvernement rembourserait. Et la majorité des compagnies avec qui nous travaillons, ce sont des compagnies centenaires. Ce sont des compagnies centenaires. Et je vous garantis, ces compagnies centenaires-là, nous sommes allés dans leurs locaux. Et ces compagnies centenaires, écoutez bien ce qu'elles nous disent. Elles nous disent, vous savez, nous sommes dans le business des investissements parce qu'ils font les investissements en bourse. Mais ce n'est pas le genre, on va vous promettre ciel et terre. Ils nous disent que, vous savez, on peut souvent faire 6%, on peut souvent faire 30%, on peut souvent faire 50% à l'année, pas à la journée. On peut aussi perdre. Ils nous disent tout. On peut perdre. Que c'est de l'argent qu'on va investir, on va vendre ça dans les Netflix et ainsi de suite. Et le gain qu'on a, c'est ça qu'on revient vous donner. Donc tout est tellement clair. Mais en même temps, ils ajoutent en disant, on ne sait jamais. S'il y avait une crise mondiale, nous, nous payons des frais, on paye des cotisations gouvernementales. Moi-même, je les paye en tant que conseillère. Et ces compagnies disent, nous payons ça parce que nous avons besoin du backup du gouvernement si les choses se tournait très mal. Et la dernière crise mondiale qu'on a eue, c'était en 1830, si je ne me trompe pas. Corrigez-moi si je me trompe. Même pendant Covid, on n'a pas, c'était une crise, mais elle n'était pas comme la dernière crise mondiale de 1830. Donc, même les compagnies d'assurance et d'investissement, même les banques que vous voyez, les banques sont préparées déjà. Et elles sont préparées avec l'aide de qui? Avec l'aide du gouvernement. Donc, quand vous venez avec les compagnies, où on vend les trottinettes, d'abord, vous avez vu les trottinettes, on vend ça où? On met de l'argent, oui, ça multiplie. Vous n'avez pas vendu de trottinettes. Enfin, je ne sais pas, c'était juste dit en passant. Vraiment, je sais que les temps sont durs, mais je vous garantis, si vous faites confiance à l'Éternel et si vous apprenez les bases des finances, ça va beaucoup aider. Et je vais ajouter une dernière chose. On est encore à l'église, on va nous dire, ce qui n'est pas mauvais, hein. Moi je paye mes dîmes, je paye ce qui a payé, je paye. Mais quand on me dit de payer pour devenir riche, ça aussi, ce n'est pas clair. Parce que si on payait pour devenir riche, c'est que beaucoup en Afrique seraient riches. Mais ce que je vais dire, donnons à Dieu ce qu'il a donné à Dieu. Et César, quand on est sur la terre là, quand on est dans un système, il faut qu'on comprenne le système. Parce que Paul lui-même disait, avec les Grecs, j'ai fait comme avec les Grecs et avec les Romains. Donc quand on est au Canada, il faut qu'on maîtrise la littératie canadienne. Payons les dîmes comme on veut. Si on ne comprend pas comment les cartes de crédit fonctionnent, si on ne comprend pas comment l'épargne fonctionne au Canada, sincèrement, on se fout les doigts dans l'œil. Je suis très sérieuse. Donc, chercher Dieu et comprendre le système d'un pays financier et tout, c'est très important. Comprendre la culture du pays, c'est aussi important. Je ne demande pas de comprendre pour faire ce que le pays fait en mal, mais c'est de comprendre pour pouvoir éviter certaines choses, de savoir. Et là, en dernière position, c'est le travail qui fait gagner. Le travail aide beaucoup. Et vous allez même voir dans les proverbes, quand le paresseux, on va toujours vous parler du paresseux. Donc, tout le temps, on va vous parler des trucs avec trop de gains. Les trucs, trop de gains, trop de gains. Sincèrement, il faut essayer de prendre le temps de bien réfléchir. Donc, n'entrez pas dedans comme ça, là, comme si vous n'aviez pas de cerveau. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, je sais que Dieu nous a donné un cerveau pour réfléchir. Donc, réfléchissons souvent. Et tout le temps, quand on va dire, faites vite, faites vite, faites vite, le paquet de 900 là, ça va fuir. Ça aussi, c'est un signe, c'est un indicateur. Vous voyez un peu, donc c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. À la fin de la journée, je ne vous dis pas de ne pas faire, mais je vous dis ne vous amusez pas. N'y allez pas parce que c'est la facilité qui vous fait aller là-bas. Et quand vous gagnez de l'argent, même vite comme ça, qu'est-ce que vous avez appris dedans? Quand un docteur va au travail, avant de gagner son argent, il est en train d'apprendre quelque chose. Jésus lui-même, en tant que charpentier, il pouvait vous dire jour après jour que, comme je suis charpentier là, j'ai appris telle chose, j'ai appris telle chose, j'ai appris telle chose. Je ne sais pas si c'était charpentier, corrigez-moi. Donc, et Paul lui-même, qui est celui qui a écrit presque toutes les épîtres, mais il faisait des tentes, il travaillait. Il n'était pas dans les, je ne sais pas, les trucs, il a mis l'argent, il s'est couché, et puis ça, c'est devenu 1000 fois, je ne sais pas, ça s'est multiplié 1000 fois. Et je sais que Dieu multiplie nos efforts,
Mais quand même, il va falloir qu'on fasse quelque chose d'abord. Donc, c'est ce que j'avais pour nous aujourd'hui par rapport à tout ce que j'ai eu en semaine. Et puis maintenant, je vais rapidement aller dans les cartes de crédit. Ok, c'est vers la fin si vous avez des questions. Vraiment, quand j'ai écouté ça, ça m'a beaucoup fait mal, quoi. Je me suis dit, voilà, c'est reparti. Après, il y a plus mal de, je ne sais pas quelle année c'était. On est encore reparti. Ok, oui, monsieur Armand, allez-y. Je vous écoute, boss. Juste un petit commentaire sur ton premier résumé là. Oui. C'est que certaines des personnes qui se sont inscrites dans ce business et qui sont en train de te suivre en ce moment sont en train de se dire, mais elle est en train de nous décourager, elle est en train de nous gâter le business. Certains sont en train de se dire, parce que c'est souvent comme la drogue, j'en parle pour avoir été victime. Oh, tu te Dans l'IM, confesses. oui, oui, dans l'IM Limal, dans d'autres business que j'ai fait au Cameroun, puisqu'il y Mhm, a toujours de Ponzi. Et chaque fois que quelqu'un me disait, n'y va pas, je me disais que ah, la personne là n'aime pas l'argent, elle n'aime pas le rythme, ce mhm. n'est pas un businessman. Et dans le business, il faut prendre des risques. Ceux qui t'ont contacté là sont en train de se dire, ah, la mère là, comme elle croit trop en Dieu, elle a peur, elle a peur. Moi, je leur conseille de prendre à chaud ce que tu viens de dire là. Il faut faire attention à l'argent facile. Moi, aujourd'hui, je fais très attention à tous ces genres d'investissements qui ne sont pas clairs. Et effectivement, pour investir dans un business comme celui-là, il faut voir le site, les appareils qu'ils disaient qu'ils vendent, vérifier au niveau du gouvernement canadien s'ils sont référencés et autant de choses avant de se lancer. C'était ma contribution. Merci, papa. Et en parlant de dire vérifier au niveau du gouvernement, ça, c'est quelque chose que on nous a aussi dit à nous, les conseils, parce qu'on reçoit des formations par rapport à cela. Donc, l'autorité des marchés financiers, c'est le Québec, parce qu'ils sont un peu plus puissants que les autres autorités des provinces. L'autorité des marchés financiers nous demande de beaucoup faire attention à ça. Tant que quelqu'un, ou bien une institution financière, ou quelqu'un qui vous dit faire le business n'est pas inscrit, ne faites pas business avec lui. Je dois vous dire aussi, je suis inscrite. J'ai un numéro avec l'autorité des marchés financiers. Il y a des clients des fois qui me demandent mon numéro. Pourquoi est-ce que vous pouvez me demander mon numéro pour être sûr? C'est qu'en cas de problème, vous pouvez contacter l'autorité et dire à l'autorité des marchés financiers que vous avez une de vos membres qui nous a escroqué de l'argent, on veut récupérer notre argent. Le problème avec Liam Limal, c'est que les gens le poursuivaient au Canada, mais il n'existait pas au Canada, nulle part. Il n'était inscrit nulle part, donc on ne pouvait rien faire. Le Canada a bien écouté, mais le Canada dit non, on poursuit sur la base de quoi? Il n'est ni citoyen canadien, ni même s'il est citoyen canadien, est-ce qu'il est inscrit? Est-ce qu'il traite avec les autorités financières? Donc ça, ce sont des éléments que vous devez souvent rechercher. Est-ce que la personne est inscrite? Et si elle est inscrite à l'autorité, c'est sous quel nom? Qu'est-ce que la personne fait? Comme moi, je suis inscrite à l'autorité des marchés financiers comme conseillère en sécurité financière. J'ai mon numéro, j'ai mon nom là-bas. Donc, quand j'ai un client qui prend un produit avec moi, mon numéro passe. Donc, l'autorité voit tout ce que je suis en train de faire. C'est pourquoi, en cas de crise mondiale, ils vont juste me repérer et repérer tous les clients sous moi et traiter le problème des clients. Donc, toutes ces compagnies-là, c'est un indice. Et vraiment, monsieur Amma, merci beaucoup. Donc, quand ces compagnies viennent vers vous, demandez-leur, vous êtes, vous êtes dans quelle province? Parce que nous, dans les finances, il faut toujours, on ne contacte pas le Canada, on ne contacte pas le fédéral, on contacte le provincial. Comme moi, je suis dans beaucoup de provinces. Donc, si par exemple j'ouvre mon institution, un truc financier, disons j'ouvre une banque, si je veux agir au Québec, je dois aller voir l'autorité des marchés financiers. Si je veux agir en Ontario, je veux voir le FSRA. Ça, c'est l'autorité financière de l'Ontario. Si je veux agir à l'île du Prince-Édouard, je veux voir, chercher l'autorité financière de l'île du Prince-Édouard. C'est comme ça que ça fonctionne au Canada. Donc, quand on va venir vers vous, si c'est le Québec, demandez-leur, est-ce que vous êtes inscrit à l'autorité des marchés financiers? Et si oui, donnez-moi votre numéro, envoyez-moi le lien qui prouve que vous êtes là-bas. Vous pouvez déjà commencer comme ça. Je sais qu'il y aura beaucoup de chats qu'on va vous donner. Oui, tu sais, c'est les trottinettes et tout. La question, oui, c'est les trottinettes. En cas de problème, qui est-ce que vous allez contacter maintenant pour les poursuivre?
Donc, c'est merci, Monsieur Amand, merci vraiment pour cet ajout-là. Merci. Donc, maintenant, pour les cartes de crédit, la dernière fois, ça, je vais un peu vite balayer, hein, parce que le but, c'était les historiques de crédit. Alors, nous, le but la dernière fois, c'était de comprendre comment bien utiliser les cartes de crédit au Canada. C'était d'identifier les avantages et les inconvénients des cartes de crédit et c'était de découvrir les services bancaires liés aux cartes de crédit. Pour ceux qui ne sont pas peut-être du Canada ou qui sont du Canada, au Canada, quand nous ouvrons un compte, notre compte, donc on ne commence pas par ouvrir un compte de carte de crédit, on commence par ouvrir un compte de débit. On a beaucoup de banques au Canada. On a la Royal Bank of Canada, la RBC, qui est presque reconnue partout. On a Scotiabank, ça c'est les grandes banques. On a la BMO, la Banque de Montréal, on a la TD, la Toronto Dominion, donc Toronto. Et puis, on a également la Banque nationale, il y a beaucoup de banques. Mais pour nous, les immigrants, nous, on va beaucoup privilégier la RBC parce qu'ils ont des guichets partout. Donc là, par exemple, chez moi, je vais au nord, j'ai RBC, sud, j'ai partout vous allez trouver RBC. C'est Scotiabank est un peu plus rare. C'est un peu très éloigné, donc beaucoup de nouveaux immigrants ne vont pas généralement ouvrir leur compte de débit dans les banques comme les Scotia. Nous, les immigrants, on va beaucoup aimer la RBC. Mais j'ai d'autres clients qui m'ont dit qu'ils préféraient la TD, la Toronto Dominion Bank, parce qu'ils m'ont dit que là-bas, leurs cartes de crédit ont moins de pièges. C'est ce qu'ils m'ont dit. Moi, je n'ai pas encore utilisé TD. Donc, moi, c'est RBC et Scotiabank. Mais ils m'ont dit que TD, c'était bien. Donc, je vous donne ça comme info, quoi. Et quand j'ai demandé au gars pourquoi TD, il m'a dit, en fait, parce que TD a une carte de crédit. Pour utiliser leur crédit, vous chargez d'abord la carte avant d'utiliser. Or, le reste des autres banques, ils vous disent qu'ils ont mis 2 000 $ à disposition, vous utilisez, et si vous ne comprenez pas, vous allez payer beaucoup en intérêt. Donc, c'était un peu ça. Alors, je disais tantôt que nous, au Canada, avant d'avoir une carte de crédit, sauf si c'est les cartes de crédit marchandes, comme la Walmart, il y a également j'ai oublié les quincailleries, les grosses quincailleries là. Dans les cartes de crédit marchande, on peut aller directement dans les boutiques, dans les Walmart, oui, Canadian Tire, on peut aller chez eux pour prendre leur carte de crédit sans pour autant ouvrir un compte de débit, un compte bancaire. Donc, un compte de débit, généralement, est ouvert avec les banques. Donc, quand nous venons d'arriver, allons d'abord ouvrir nos comptes à la banque. Ne cherchons pas d'abord les cartes marchandes. Ouvrons d'abord notre compte à la banque. Et quand on ouvre le compte à la banque, je ne sais pas si la banque attend que vous demandiez, mais si on ne vous le propose pas, demandez également qu'on vous ouvre un compte de carte de crédit. Donc, généralement, quand on va vers la banque, le compte des débits est ouvert. Le compte des débits, c'est là où votre salaire entre et à partir de là, vous payez également vos factures. Le compte des cartes de crédit, c'est une carte de crédit dans laquelle la banque vous met comme 2 000 $ à disposition. En gros, la banque essaye de vous vendre 2 000 $. Par exemple, les nouveaux arrivants, je crois, obtiennent 2 000 $ pour un début, mais peuvent augmenter avec le temps. Donc, c'est de l'argent que la banque dit qu'elle a mis à votre disposition, mais elle est en train de chercher à vous vendre cet argent. Du coup, notre but aujourd'hui, c'est un peu de vous expliquer que, bon, l'argent là, on vous l'a pas donné, mais c'est de l'argent qu'on a mis à votre disposition. Et quand vous utilisez, il faut savoir bien l'utiliser. Si vous l'utilisez bien, vous n'aurez pas de problème. Mais si vous ne comprenez pas l'utilisation, vous aurez des problèmes. Maintenant, nous, on va faire, c'est quoi une carte de crédit? Comment la carte de crédit fonctionne? On va parler des limites de carte de crédit, euh, les intérêts sur le solde impayé, les astuces pour bien gérer sa carte de crédit. Donc, voilà un peu les types de cartes de crédit au Canada. Donc, j'ai donné les quatre grands types. Il y a beaucoup de cartes. Donc, on a les cartes Visa, on a les cartes Master, on a les Discover, on a les Amex ou American Express. Une carte de crédit, c'est une carte qui nous permet de payer maintenant et de rembourser plus tard. Maintenant et rembourser plus tard. Certains m'ont dit non, elles n'aiment pas les cartes de crédit. Bon, on ne va pas forcer. Mais moi, j'ai aimé l'utilisation des cartes de crédit parce que quand vous voulez acheter certains billets d'avion, certaines cartes de débit ne peuvent pas vous aider à faire ces achats. Mais je sais que pour les cartes d'affaires, cartes de débit d'affaires de Scotiabank, on peut faire des achats en ligne avec les cartes de débit de Scotiabank. Si je me trompe, dites-moi. En tout cas, j'ai mon compte à faire avec la Scotiabank
Ils m'ont donné des cartes de débit. En même temps, ça me sert de carte de crédit, mais ça fonctionne comme des cartes de débit. Donc, je dois avoir de l'argent dedans pour pouvoir l'utiliser. Ça m'a beaucoup plu comme ça. C'était mieux pour moi. Et puis maintenant, donc, la carte de crédit veut dire quoi? Deuxième point, la banque vous prête de l'argent jusqu'à un certain montant. Elle vous prête de l'argent jusqu'à un certain montant. C'est ce qu'on appelle la limite de crédit. Donc, quand vous allez arriver au Canada et qu'on va vous ouvrir, peut-être vous allez demander, ou si on vous donne un compte de carte de crédit, demandez quelle est ma limite de crédit. La limite ne veut pas dire que vous devez tout utiliser. Maintenant, à la fin du mois, vous allez toujours recevoir un résumé de vos dépenses. Toujours un résumé de vos dépenses. Genre, si vous avez acheté un billet d'avion, vous avez acheté de la nourriture, vous allez voir tout le listing. Et vous pouvez rembourser tout d'un coup. C'est l'idéal parce que ce n'est pas votre argent. On cherche à vous le vendre. Si vous ne payez pas à temps, on va vous le vendre. Vous pouvez également payer une partie seulement, mais maintenant, si vous payez juste une partie, vous deviez faire attention parce qu'il y a les intérêts. Et à cause des intérêts, je conseille généralement aux nouveaux arrivants de demander toujours les cartes avec un bas taux d'intérêt. Les bas taux d'intérêt, on a comme 10 à 15%, c'est les plus bas. Au-delà de 20%, 22%, laissez pour dans un premier temps refuser cela parce que nous, quand on vient d'arriver avec la famille et ainsi de suite, et la famille qu'on a laissée au pays, et peut-être les prêts qu'on a pris ailleurs, vraiment comprendre la carte de crédit en même temps, c'est très difficile. Donc, rendons-nous la tâche facile. Ne prenons pas de nouveaux combats. Demandons seulement. Même si un ami vient vous dire, tu sais, il y a les cartes avec les points et tout. Ne vous embrouillez pas. Allez doucement. Ça va venir avec le temps. Prenez les cartes avec des taux d'intérêt bas, le temps de comprendre. Souvent, c'est après un an qu'on comprend vraiment comment les cartes de crédit fonctionnent. Donc, prenez toujours les cartes de crédit avec les taux d'intérêt très bas. Moi, j'ai ma carte de crédit avec taux d'intérêt de 12%. Avec le temps, je vais même prendre celle de 10%. Ça, c'est moi. Les histoires de 20%, moi, ça ne m'intéresse plus. Les histoires de, oh, on va me donner l'argent dedans, ça ne m'intéresse plus. Parce que j'ai envie d'avoir ma paix d'esprit. Même comme je connais, je ne veux pas qu'on m'embrouille. Maintenant, c'est pratique maintenant, les cartes de crédit, en fait, c'est pratique, mais il faut mieux, il faut être discipliné. Mais il faut faire attention à ne pas dépenser plus que ce qu'on peut rembourser. Donc, n'allons pas au-delà de ce qu'on nous a donné. Quand on dépasse déjà, ça va affecter notre historique de crédit. Nous allons parler de ça après. Les limites de crédit, donc c'est le montant maximum que vous pouvez emprunter. Donc, on a mis à votre disposition avec votre carte de crédit. Bah, ça, c'est pour les nouveaux arrivants. Donc, je ne sais pas si on a diminué ou augmenté. Pardon, mais à date, beaucoup de clients nouveaux arrivants que je vois, leur limite est de 2 000. Si votre limite est de 2 000, vous pouvez faire des achats jusqu'à ce montant. Bon, ici, je ne vais pas me contredire, mais si vous faites jusqu'à ce montant, ça va diminuer votre historique de crédit. Mais vous avez le droit, mais ça va affecter votre historique. Pour l'instant, je vais vous dire ça et dans l'historique, je vais mieux vous expliquer. Le relevé mensuel. Dans le relevé mensuel, vous allez recevoir chaque mois. C'est pourquoi je conseille aux gens, allez toujours dans votre compte bancaire, apprenez à vous connecter dans votre compte bancaire, apprenez à interpréter les informations que vous avez dedans, parce que dans votre compte bancaire, chaque mois, la banque va vous mettre à disposition un relevé pour le mois de janvier, le mois de février. Et après, vous allez voir un relevé pour toute l'année de 2022, 2023. Je crois que ça met, vous pouvez avoir les relevés pendant 6 ans. Ils indiquent le montant total que vous avez dépensé, la date limite de paiement, le paiement minimum requis, parce qu'il y a un paiement minimum. Si vous ne voulez pas payer la totalité, vous allez payer le paiement minimum. Mais attention, le montant total dû, aussi appelé le solde complet. Donc, vous pouvez payer le solde complet. Généralement, le paiement minimum, c'est le plus petit montant que vous devez rembourser pour éviter une pénalité. Donc, si vous avez utilisé tous les 2 000 $, ils vont vous demander de rembourser entre 2 à 5%. On va dire 2 à 5% de 2 000. Je ne sais pas, c'est 10 $ ou 20. Vous allez voir. Donc, si vous payez seulement ça, vous allez payer des intérêts sur le reste. Donc, tout le temps, quand vous payez pendant longtemps, vous ne faites que les paiements des intérêts, vous ne faites que le paiement minimum, c'est très dangereux. Ça risque, donc la dette risque de se doubler à un moment donné en fonction du taux d'intérêt. Par contre, si vous faites le paiement complet avant la date, il faut toujours faire avant la date,
Vous ne payez aucun intérêt sur vos achats, mais il y a une date limite. Désolé pour les fautes d'orthographe, il y a une date limite. Donc, toujours faire attention. Toujours vérifier votre relevé de carte de crédit et de voir la date limite. Exemple, je donne un exemple simple. Donc, moi, par exemple, je dépense 500 dollars avec ma carte de crédit. On me dit ma date limite de paiement, c'est le 15 mai. Et mon paiement minimum, on m'annonce ça. Tout ça, c'est écrit dans le relevé, hein. On annonce dans mon relevé que mon paiement minimum est de 20 dollars. Mais mon solde total, ce que je leur dois, est de 500. Si je paye donc seulement 20 dollars, je paierai des intérêts sur les 480 restants. Et si je paye 500 dollars, j'évite de payer tout intérêt, quel que soit le taux d'intérêt. J'évite de payer tout intérêt. Là, je vais vous donner un exemple. Ça, c'est RBC par exemple. Donc, quand vous vous connectez dans votre compte RBC, vous pouvez aller dans la section Consulter les documents. Et dans Consulter les documents, vous allez voir que ce soit le compte débit ou le compte de carte de crédit, vous avez toujours un endroit ici qui vous indique exactement. Je ne peux pas voir YouTube, là. Est-ce que vous pouvez muter, s'il vous plaît? Vous allez toujours voir, il y a un endroit qui vous dit, par exemple, vous avez un compte Visa, voilà vous cliquez là pour demander le relevé, et ici en bas, vous allez demander le relevé, soit de l'année ou du mois passé ou du mois en cours. Donc, c'est ça. Et là, j'avais mis celui-ci dans le chat la dernière fois, dans notre groupe. J'avais mis ce lien dans notre groupe la dernière fois. Pour ceux qui veulent aller consulter, c'est dans le groupe. Euh, donc voilà, je vais mettre ça dans le chat ici en bas. Pardon. Je vais mettre ça dans le chat de Zoom pour ceux qui en ont besoin. Ah oui, il y a quelqu'un qui a parlé de Costco. OK. Donc, je mets ça dans le chat de Zoom. Là, maintenant, j'ai mis le lien dans le chat de Zoom. OK. Le lien vous montre environ à quoi ressemble un relevé de carte de crédit. C'est la même chose pour le relevé de carte de débit, hein. C'est presque le même style. Donc, on va nous dire que ça, c'est une carte de crédit avion, Visa Infinite, ça s'appelle. On met le nom de la propriétaire, on met son numéro de carte. Vous allez souvent voir les numéros de carte. On cache souvent certains chiffres grâce aux étoiles. C'est pour la sécurité. Et il y a aussi Monsieur Do. Je ne sais pas si c'est un compte conjoint ou c'est deux cartes de crédit différents. Là, on va dire c'est le relevé du 14 au 15 février. On va descendre. On explique un peu à Madame Jeanne Do, qui est la titulaire principale. On lui dit par exemple que le 14 janvier, elle a fait des courses au dépanneur de 10 dollars. Le 21 janvier, elle a fait des courses à l'aéroport des États-Unis de 20 dollars. Il y a eu une devise, il y a eu le taux d'échange et ainsi de suite. Et n'oubliez pas, quand vous faites les achats avec la carte, ça se passe sous forme d'écriture. C'est pourquoi vous allez voir, elle a fait l'achat le 14, c'est le 15 qu'on a écrit. Donc, c'est un être humain qui écrit. Et parce que c'est un être humain qui écrit, il faut toujours qu'on vérifie notre cas, notre relevé. Parce que pendant que le gars écrit ou la femme écrit, elle peut faire des erreurs. Donc, toujours vérifier. Ça peut aussi arriver que c'est plutôt une autre personne dans un autre pays qui a fait l'opération et on s'est trompé pendant l'écriture. C'est plutôt dans votre compte qu'on a écrit. C'est pourquoi il faut toujours vérifier son relevé de carte de crédit. OK? Donc, on explique un peu. On dit, voilà, elle a fait les achats, il y a eu même les taux d'intérêt sur avance de fonds. Je voulais parler des avances de fonds. Quand vous avez les cartes de crédit, faites beaucoup attention aux avances de fonds. Quand on a une carte de crédit, on n'enlève pas de l'argent directement de sa carte de crédit. Faites très attention. Quand vous enlevez de l'argent de la carte de crédit, ça devient très dangereux. Ou bien, quand vous faites un virement à partir de votre carte de crédit, peut-être vers votre carte de débit, ou un virement à partir de votre carte de crédit vers quelque part, ça va devenir une avance de fonds. Ceux qui jouent au loto, OK. Ceux qui jouent au loto également, c'est une avance de fonds. Et je sais qu'il y a d'autres qui font ce business dont j'ai parlé. Ils prennent l'argent de la carte de crédit. C'est aussi une avance de fonds. Faites très attention. Loto, tout ça là. Il y a certains trucs, chèque voyage. Quand vous achetez avec la carte de crédit, c'est une avance de fonds. Là, on va bien vous facturer. Et c'est facturé à la journée. Faites attention aux avances de fonds. Donc, je vais continuer. Et puis, on va descendre et on explique à Madame Jeanne Do que voilà, son total sur sa carte de crédit, c'est de 1160 dollars. Si Madame Do paye tous les 1160 dollars, elle ne va pas payer
d'intérêt. Mais si elle paye le minimum, on va descendre ici, on va voir là où on lui a demandé le minimum. Voilà, sa carte, c'est un taux de 19,99 et pour les avances de fonds, on va plutôt lui facturer à 23 dollars. On va dire 23%, 22,99. On dit que son paiement minimum est de 74,29. Si elle paye que le paiement minimum, ça veut dire que sur le reste, on va facturer les 20%. Bref, on va diviser au prorata, quoi. Mais si elle passe son temps à faire que le minimum, c'est très dangereux. La date d'échéance du paiement pour faire le minimum, c'est le 3 mars. C'est pourquoi je dis regardez bien, vérifiez toujours votre relevé, il y a toutes les informations dessus. La limite de crédit, c'est la somme qu'elle a le droit d'utiliser. Donc, après 5 000, tout virement qu'elle va faire, ça ne va plus passer. Tout ce qu'elle va vouloir faire avec la carte, on va dire refuser. Jusqu'ici, elle a utilisé 3 700 $. Elle a dépassé même 50%. Ses points sont en train de diminuer également. Donc voilà. Et c'est un peu ça. Vous allez voir, on va mettre le solde courant et ainsi de suite. Parce que ça, c'est une carte pour deux personnes. Vous avez vu qu'il y a un co-titulaire. Peut-être c'est elle et son mari qui sont sur la carte. Vous voyez par exemple Monsieur Do, co-titulaire. Vous avez souvent des cartes comme ça. Alors, donc, on va retourner. Là, je voulais vous montrer à quoi ressemble un relevé de carte de crédit, comment lire son relevé. Il faut chercher à lire, il faut chercher à comprendre c'est quoi ma limite de crédit, c'est quoi la date limite de paiement. Si je ne peux pas payer la totalité, c'est quoi le minimum? Et quand vous ne payez pas le minimum, c'est très dangereux. Donc, il faut toujours, même si vous n'avez pas d'argent, battez-vous pour payer le minimum. Toutefois, je rappelle que quand vous payez seulement le minimum, vous n'êtes pas sorti de l'auberge, hein. C'est toujours dangereux. Mais au moins, vous êtes solvable, mais d'autre côté, vraiment, la banque est en train de bien gagner sur vous. Les intérêts sur le solde des payés, comment ça marche? Les intérêts sur le solde des payés d'une carte de crédit s'accumulent de manière quotidienne ou mensuelle. En gros, pour que ça arrive au mensuel, c'est que c'est passé par le quotidien. Selon les conditions de l'émetteur de la carte de crédit, donc chaque émetteur de carte de crédit a ses conditions. Et si vous ne payez pas la totalité à la fin du mois, l'émetteur va appliquer les intérêts sur le montant restant. Il a raison. Les intérêts sont généralement calculés sur le solde quotidien impayé. Donc, c'est sur le reste que vous n'avez pas payé. Par exemple, si vous avez pris 500 $, et vous avez utilisé, si on vous a mis 500, si vous avez utilisé 500 $, voilà, et vous avez seulement payé le minimum 20 $, on va vous facturer sur les 480. Exemple d'accumulation encore avec 1 000 $. Disons que vous avez un solde de 1 000 $ avec un taux d'intérêt annuel de 20%. Chaque jour, les intérêts sont calculés sur le solde restant puis additionnés à votre solde total à la fin du mois. Je vais expliquer. Ici, c'est ce qu'on appelle les intérêts composés. C'est pas comme en Afrique ou en Europe où peut-être vous avez pris 1 000 $, on vous dit, ah, c'est 20%, et puis dans la tête, vous allez lui dire, ok, c'est 200 $. Non, ici, c'est pas comme ça. Les intérêts composés signifient quoi? Ça signifie que on va faire calculer quotidiennement. On va dire, OK, aujourd'hui, comme vous avez utilisé les 1 000 $, hein, ça fait 0,0548. OK, on va facturer. Maintenant, si vous ne payez pas ce solde-là, à la fin du mois, les intérêts sont ajoutés maintenant sur la totalité du montant restant. Je vais expliquer. Et on dit donc, si votre solde est de 20 et que vous ne payez pas votre solde complet à la fin du mois, vous pourriez accumuler environ 20 $ d'intérêt. Ça, c'est le premier mois. Donc, ils vont vous dire que vous nous devez 1 020 $. Le deuxième mois, ils vont dire en fait que, donc, vous devez 1 020 $, on va calculer les intérêts sur 1 020 $. Le deuxième mois, on va calculer les intérêts sur 1 020 $ plus. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, là où vous croyez que c'était seulement 200 $, vous allez vous retrouver à un moment donné en train de leur devoir plus de 2 000 $ parce qu'on travaille avec des intérêts composés. Il y a une grosse différence entre les intérêts simples et les intérêts composés. Les effets des paiements minimums. Donc, si vous effectuez seulement le paiement minimum, celui-ci est trop faible pour couvrir les intérêts accumulés, ce qui entraîne une accumulation continue de soldes impayés et des frais d'intérêt. Et si vous ne pouvez pas rembourser la totalité, essayez quand même de rembourser plus que le minimum pour éviter de faire doubler la dette. Parce que la dette peut doubler très facilement. Et pour savoir comment la dette double, qu'est-ce qu'on va faire? On utilise la loi de 72. Donc, on va diviser, je crois que c'est 72 par 20, ou bien c'est, oui.
je vais rapidement faire le calcul. C'est une loi de Einstein, la loi de 72. Donc, on va faire 72 divisé par 20. Ça veut dire que si vous payez seulement le minimum, non, en 3 ans et demi, au lieu de 1000 $, vous allez leur devoir 2000 $. En 3 ans et demi. Si le taux d'intérêt est de 20%, au lieu de, si vous payez que le minimum, après 3 ans et demi, vous allez voir que les 1000 $ sont devenus 2000 $. Et si vous vous êtes amusé à faire d'autres erreurs, des fois, ils peuvent monter jusqu'à 25%. Supposons que vous avez pris ça, vous, on utilise la loi de 72. Donc, pour connaître la loi de ce que ça va donner, quand ça va doubler, je fais 72 divisé par le taux d'intérêt. Donc, si par exemple vous faites trop d'erreurs, ils vont faire grimper le taux d'intérêt. Ça veut dire que après presque 2 ans et quelques mois, les 1000 $ vont devenir 2000 $. Donc, si vous payez que le minimum en faisant des erreurs, en payant tantôt en retard et tout ça, ils vont encore faire grimper le taux d'intérêt. Voilà. Maintenant, comprendre comment bien utiliser une carte de crédit, vous devez demander à la banque de mettre en place un système automatique de paiement minimum. Il y a un client à qui j'ai demandé de demander à la banque de faire ça. C'est après, il avait l'argent, il avait pris comme 300 $, il a demandé à ce que la banque fasse le paiement automatique minimum. La banque a fait le paiement, donc il a payé 10 $. Donc, enfin, le système a pris 10 $, non, le paiement minimum. Quand j'ai vu son compte, je lui ai dit, oui, le système a pris 10 $, mais j'ai vu que tu as quand même de l'argent pour payer. Il m'a dit non. Bon, comme j'ai fait automatique, je crois qu'ils allaient tout prendre. Non. Quand vous demandez qu'ils mettent en place un système automatique de paiement minimum, ça prend que le minimum. Généralement, je dis ça aux gens qui ne sont même pas capables de payer la totalité ou plus que le minimum. Au moins, le système va prendre le minimum, mais il n'en demeure pas moins que le reste de la dette, on vous vend. Le client ne savait pas. Donc, même quand vous demandez qu'on mette en place le système automatique de paiement minimum, je dis non, c'est pour ceux qui sont incapables de payer. Je leur dis, faites au moins, ils sont incapables de payer et ils oublient. J'ai dit, faites cela. Comme vous êtes incapable de payer, le système va passer directement prendre son paiement minimum. Mais vous ne sortez pas, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Et payez à temps pour éviter les frais. Si vous pouvez payer la totalité ou si vous avez un 100 $ par-ci, par-là, toujours envoyer dans, si vous devez beaucoup d'argent, toujours envoyer dans la carte de crédit. Évitez le dépassement de la limite. Comprendre aussi son taux d'intérêt. Beaucoup de clients viennent vers moi, je dis, vous avez une carte de crédit? Oui, c'est quoi le taux d'intérêt? Je ne sais pas. Il faut que vous sachiez. Utilisez la carte pour bâtir son dossier. On va parler du dossier. Identifiez les avantages. Avec la carte de crédit, vous avez, et les inconvénients des cartes de crédit, vous avez des accès rapides au fonds de réserve, s'il y en a. Vous pouvez avoir des récompenses, mais je dis toujours aux nouveaux arrivants, laissez d'abord les récompenses, les points, l'argent et tout. Laissez ça. Mais si je sais que TD offre ces cartes de crédit qui ne sont pas de vraies cartes de crédit, c'est une sorte de carte de débit et qui offrent de l'argent. Ça, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Il y a, sur les cartes de crédit, vous avez des avantages en cas de fraude. Souvent, la banque va vous appeler pour dire, il faut payer pour qu'on ne fraude pas, c'est déjà dedans. Ça vous permet de bâtir votre historique de crédit. Là, les autres critères vont savoir si vous payez au moins le minimum et plus que le minimum ou le total, ça vous rend solvable. Par contre, les inconvénients des cartes de crédit, c'est que les cartes de crédit, euh, les intérêts sont souvent très élevés en cas de non-paiement. C'est ça que je vous ai dit précédemment. Il y a les risques de surendettement, il y a aussi les frais annuels, il y a les impacts négatifs sur votre compte de crédit si c'est mal utilisé. Donc, je vais laisser là. C'était là pour les cartes de crédit. Voilà, on va arrêter là pour les cartes de crédit. Le reste, c'était les autres services liés aux cartes de crédit. Donc, ici, je ne sais pas si vous avez des questions et on va faire l'historique de crédit. OK. Bonsoir, Tata Alice. Oui, oui, maman, bonsoir. Tu m'entends? Est-ce qu'il y a de l'écho? Il y a beaucoup d'écho. Ok, attends, je vais me déplacer. Allô, ça va? Oui, oui, selon moi, oui. Ok. Je voulais juste revenir sur les cartes de crédit à faible taux d'intérêt. Mhm.
C'est pas une question, c'est juste une petite précision. Mhm. Euh, Juste pour dire aussi que les cartes à faible taux d'intérêt, en, en fait, on les vend. C'est un service que la banque vend, en fait. Mhm. Quand on demande une carte de crédit à faible taux d'intérêt, la banque vous vend, je crois, à moins de 30 dollars, hein. Soit 30 dollars, soit moins de 30 Oui, c'est les dollars frais par an. annuels. Oui, c'est mieux de Oui, faire oui, ça. Oui, oui. c'est les Donc, frais. c'est juste une précision que je voulais apporter parce que certains vont peut-être aller demander en se disant que non, on Mhm. va donner non. Et dès que la banque vous vend, la banque euh, débite directement ça dans votre compte. Donc, il débite directement ce montant-là dans votre compte en guise de paiement de cette carte-là. Mhm. Ça, c'est vrai. Mhm. Merci Donc, beaucoup. c'est juste la précision que je voulais faire par rapport aux cartes à faible taux d'intérêt. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Ok, c'est parfait. Donc, on y va. Donc, alors, aujourd'hui, nous allons faire on va parler des historiques des crédits. Au Canada, on a ce qu'on appelle, nous tous qui avons des cartes de crédit, on a des dossiers de crédit ouverts à notre nom. Et si vous voulez ouvrir vraiment de manière, vraiment expressément, on a Equifax et Borrowell. Je vais poster tout ça dans le groupe Equifax et Borrowell, chez qui vous pouvez aller ouvrir votre compte, votre dossier de crédit, quoi. Donc, vous créez votre compte et chaque mois, vous pouvez voir vos points là-bas. Et ce que je voulais également ajouter, je ne sais pas si c'est payant maintenant, parce que tout change au Canada. Je ne sais pas si pour ouvrir le compte, c'est payant. Mais même si c'est payant, n'oubliez pas que votre banque a également à disposition votre dossier de crédit et vous pouvez voir votre historique, vos points de crédit là-bas. Maintenant, c'est quoi l'historique de crédit et comment est-ce que cela peut impacter votre vie financière? Donc, ce webinaire que nous faisons, ça va vous aider à mieux comprendre les historiques de crédit et à prendre des décisions éclairées pour améliorer votre situation financière. C'est quoi l'historique de crédit? On va rapidement, je vais d'abord vite vous expliquer ça. Donc, un historique de crédit, c'est un enregistrement détaillé de vos activités de crédit passées et présentes, y compris vos prêts, pardon, vos cartes de crédit, vos paiements et vos dettes impayées. Il s'agit d'un rapport qui reflète votre capacité à gérer vos dettes et à effectuer vos paiements à temps. Donc, c'est ça l'historique de crédit. Et voilà notre score. Si vous avez votre historique de crédit, voilà ce que vous devez savoir. Donc, les scores des historiques de crédit peuvent varier en fonction du modèle utilisé, mais voici, ça c'est une interprétation générale. Généralement, on a les scores entre 300 à 692, ça veut dire faible. Quand vous êtes là-bas, ça veut dire qu'on ne doit pas vraiment vous faire confiance, c'est faible. Et nous, les nouveaux arrivants, quand on vient d'arriver, on est au début, on est dans faible. Certains nouveaux arrivants m'avaient dit, ah bah, je suis arrivé, ils m'ont dit que j'ai vu mon nombre de points, j'étais dans les 600. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit non, vous n'avez rien fait, vous venez d'arriver, on est en train de bâtir. Donc, quand on vient d'arriver, on sera là-bas, mais n'ayons pas peur. Ensuite, 693 à 742, c'est moyen. Donc, ça commence à aller. C'est pourquoi chaque mois, essayez de vérifier pour voir comment vous êtes en train de monter. 743 à 798, c'est un très bon score et ainsi de suite. Donc, du coup, les scores vont de 300 à 900. On s'est rendu compte que les enfants comme entre 18 à 25 ans, généralement, ils sont entre faibles et moyens. Et les personnes au-delà de 50 ans, parce que bon, elles sont assez mûres, elles sont entre bonnes à excellentes. Ceux qui sont à la retraite, là, généralement, ils sont entre très bonnes et excellentes. Donc, ils n'aiment pas les problèmes. C'est en fait ça les scores de crédit. Toutefois, quand vous êtes en faible, ça peut arriver à tout le monde. Il y a les moments comme ça dans la vie, vous pouvez être dans le faible. Vraiment. Ne soyez pas stressé. Dites-vous toujours qu'après la nuit, le jour va venir. Donc, cherchez juste à voir comment améliorer. Et c'est de ça qu'on va parler. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui? Je vous ai déjà parlé de l'historique de crédit. On va voir comment les historiques de crédit sont calculés. On va voir l'impact des historiques de crédit sur les prêts et les crédits et comment améliorer notre historique de crédit. Les avantages déjà. Si vous comprenez ça, c'est quoi les avantages? C'est que vous allez comprendre vos droits et vos responsabilités. C'est que vous allez améliorer votre code de crédit. Donc,
Généralement, quand on parle d'historique de crédit, c'est la cote. Les deux sont, c'est des synonymes, quoi. Et puis, peut vous permettre, en comprenant mieux comment vérifier votre historique dans votre code de crédit, vous pouvez accéder à de meilleures conditions de prêt. Donc, on a déjà fait l'historique. Là, maintenant, quelles sont les informations qui sont incluses dans un historique de crédit? Dans notre historique de crédit, par exemple, on a notre identité qui est incluse, c'est-à-dire nos informations personnelles, telles que notre nom, l'adresse et notre numéro de sécurité sociale. Alors, quand vous allez vous inscrire, par exemple, sur Equifax, Borrowell, j'espère que c'est gratuit, hein. D'autres m'ont dit que c'était payant au moins. Quand vous allez vous inscrire là-bas, certains pourraient être surpris qu'on leur demande leur numéro, leur NAS Au moins 25 $ par mois, hein. pour chaque analyse. Oui, pas moi. OK. Pourquoi? Et Borrowell? Non, j'ai essayé. Mon rôle est gratuit. Oui, vous allez à Borrowell. OK. Celui qui a Borrowell, pardon, postez dans le groupe WhatsApp, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et si vous ne voulez pas les Borrowell et tout ça, nos banques ont déjà nos codes de crédit. Il y a un endroit où vous pouvez voir ça. Je sais que des fois, il y a des boulots, quand on les fait, peut-être quand vous travaillez au gouvernement, dans les trucs comme cybersécurité, ils vont vous demander d'aller vers ces compagnies pour acheter votre historique. Donc, Equifax, je crois que vous devez payer pour qu'ils vous envoient votre historique. Moi, quand on m'avait demandé, j'ai imprimé ce que ma banque avait mis à ma disposition. Et puis, j'ai envoyé au gouvernement. Donc, c'est ça ils ont retenu ça. Et puis, dans nos informations, les informations incluses dans un historique de crédit, c'est par exemple les comptes de crédit. Donc, les informations sur tous nos comptes de crédit. Si vous avez un crédit avec Walmart, avec Canadian Tire, avec plusieurs banques, tout ça là, on va retrouver dedans. Donc, nos prêts, les cartes de crédit, même les autres lignes de crédit. On a déjà parlé des lignes de crédit. Les lignes de crédit sont différentes des cartes de crédit. Ligne de crédit, c'est le genre, une sorte de prêt personnel que vous êtes allé demander. J'ai également envoyé une vidéo là-dessus. Les paiements, nos historiques de paiement sont inclus dans notre historique de crédit. Donc, comment vous payez? Est-ce que c'est le minimum que vous payez? Est-ce que c'est le total, la totalité que vous avez payé? Est-ce que c'est plus que le minimum? Que ce soit les paiements faits en retard, à temps, ou même les défauts de paiement, c'est dans votre historique de crédit. Donc, c'est ça, les défauts de paiement, ça fait vraiment, ce n'est pas bien. C'est pourquoi je dis, si vous avez des problèmes financiers, demandez à la banque de set-up un paiement minimum automatique. Et j'ai vu également d'autres personnes qui vont. J'avais quelqu'un, dont la personne voulait se bâtir un bon score de crédit. Elle, si elle sort du magasin, elle a acheté peut-être le lait à 10 $, elle arrive à la maison, elle remet. C'est vrai, moi aussi, je croyais que c'était bien. Non, il faut lui donner 3 jours au bureau de crédit pour que le bureau. Vous avez déjà vu. Déjà, même la dame, je vous ai montré l'exemple, elle avait fait les achats le 14, c'est le 15 que la banque a écrit. Donc, donnez 3 jours à la banque d'écrit et aussi dans les 3 jours pour que le bureau de crédit passe et voit que vous avez payé. Donc, ne payez pas directement, donnez même 3 à 4 jours. Mais encore, ne dépassez pas la limite même du paiement qu'on vous a imposé. Donc, regardez aussi votre relevé de carte de crédit. Mais généralement, entre 3 à 5 jours, ça donne le temps à la banque déjà d'écrire que vous avez utilisé de l'argent. Et ça donne également le temps au bureau de crédit de passer et voir que, ah, il a utilisé. Parce que utiliser, c'est bien. Et remettre, c'est encore mieux. Vous voyez, mais ne remettez pas tout de suite. Donnez quelques jours pour que chacun écrive. Et quand vous revenez mettre, quand le bureau de crédit va repasser, il va dire, ah, il avait utilisé l'argent le 14 mai et je vois qu'il a remis le 18 mai. Bingo, c'est très bien. Allez, pam, on va comment. Donc, vous allez voir, les points vont grimper. Dans nos historiques de crédit, nos dettes impayées sont aussi là. Donc, les informations sur les dettes impayées, y compris pardon, les montants dus et les créanciers, il y a tout. Et je vais vous donner rapidement une anecdote. Il y a une dame qui voulait faire le business avec nous parce qu'on est dans les finances et avant que vous ne commenciez, on fait tout un check-up sur vous. On veut savoir, est-ce que vous avez été criminel par le passé? Est-ce que vous devez de l'argent à quelqu'un? Et si vous devez de l'argent à quelqu'un, donc si vous avez des créanciers, des montants sur des cartes de crédit impayés, c'est pas que vous avez l'argent, c'est pas que vous avez emprunté, c'est que vous avez emprunté et même le minimum vous n'avez pas payé, on va vous refuser dans ce que nous faisons. Donc avant même que je ne commence ça,
On a fait beaucoup de vérifications sur moi. Et la dame, maintenant, elle est venue vers moi. Elle était arrivée, elle était jeune. Elle a pris beaucoup de cartes de crédit, les téléphones. Elle a pris les abonnements qu'elle n'avait pas payés. Apparemment, depuis 20 ans, il paraît que souvent, qu'après 7 ans, ça part. Mais apparemment, elle, on s'est rendu compte que même après 20 ans, c'était là. Quand la compagnie maintenant a voulu la prendre, la compagnie l'a appelé et lui dit, mais il y a 20 ans de cela, on se rend compte que vous avez pris des abonnements et puis vous avez même changé de numéro sans payer votre ancien abonnement, sans payer les montants dus. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit non, c'est que je viens d'arriver, je n'avais pas compris et il m'avait trop facturé, c'est pourquoi j'ai cancellé, je suis allée prendre un nouvel abonnement. On s'est rendu compte également que vous avez pris beaucoup de cartes de crédit et vous avez utilisé les crédits et vous n'avez jamais remboursé depuis 20 ans, hein. Et puis la compagnie a dit, bah, on n'est pas sûr de vous prendre et si vous voulez qu'on vous prenne, dites-nous comment vous allez faire pour payer. Si vous pouvez nous dire comment vous allez payer au mois. Je ne sais pas jusqu'à combien elle devait. Et quand les montants non payés sont là, ça ne fait que grimper. On ne sait pas combien, jusqu'à combien c'était, mais la compagnie a dû rejeter sa demande parce que son dossier de crédit indiquait que même les minimums, elle n'avait jamais payé. Donc, c'était ça pour les dettes impayées. Faisons très attention. Au Canada, vous ne pouvez pas fuir comme ça. Une fois que vous avez démarré quelque chose en donnant votre numéro d'assurance sociale, il y a tout un dossier qu'on est en train de créer sur vous depuis le premier jour. Demande de crédit, les informations dans notre historique de crédit, toutes les informations euh, sur les demandes de carte de crédit sont là. Et n'oubliez pas, plus vous demandez des cartes de crédit, moins vous avez, donc on vous arrache les points. Quand, par exemple, on vient d'arriver, on va vers prendre des abonnements téléphoniques. Et je crois que j'ai déjà raconté ça ici plusieurs fois. Nous, on est arrivé, je m'avais Rogers. Je demande, l'abonnement, c'est combien? Rogers me demande directement mon numéro d'assurance sociale. Je ne savais pas lui donner. Je vais, TELUS demande. La banque nous a appelé, mon mari m'a dit, demandez-vous, qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer dans votre compte? On a dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Il dit, nous, on voit tout le monde est en train de questionner votre compte et tout, que les points sont en train de chuter. Nous, on ne savait pas. Donc, alors, quand vous venez d'arriver et vous ne savez pas encore avec quel provider vous allez aller, ne donnez pas le numéro, dites-leur de vous donner le prix et vous allez vous décider après. Donc, c'est le provider avec lequel vous allez aller que vous allez donner votre numéro d'assurance sociale. OK? Donc, ne faites pas la même erreur que nous. L'importance des historiques de crédit, l'évaluation du risque. Donc, les prêteurs vont utiliser notre historique. Donc, si par exemple, je vais prendre une ligne de crédit maintenant, ils vont d'abord regarder mon historique de crédit pour évaluer mon risque de crédit et déterminer si je suis éligible pour leur prêt ou pour leur crédit. Maintenant, c'est comme ça que ça se passe. Pour les taux d'intérêt, notre historique de crédit peut influencer les taux d'intérêt que que vous serez chargé pour un prêt. Donc, vous pouvez voir un gars, il va prendre une ligne de crédit. On lui dit, ta ligne, bon, je donne un exemple, hein. On lui dit c'est 4%. Vous partez, on dit c'est 12%. Vous dites, mais c'est quoi? C'est la malchance ou c'est quoi? C'est votre historique qui a parlé contre vous. Et lui, l'historique de crédit a parlé en sa faveur. Les conditions de prêt, votre historique de crédit peut également influencer les conditions de prêt, telles que la durée de prêt et les frais sur les intérêts. Donc, moins votre historique de crédit est bon, plus les taux d'intérêt seront élevés et on va déterminer la durée parce que on ne sait jamais. Puisque le passé dit que vous n'étiez pas un bon payeur, on ne sait pas ce que le futur vous réserve avec cette autre banque. Alors, comment on peut améliorer notre historique de crédit? Il faut qu'on effectue nos paiements à temps. Payons nos factures, que ce soit le téléphone, des trucs pareils. Si c'est possible, faites des paiements automatiques. Donc, mettez tout en automatique. Si c'est possible, certains n'aiment pas. Mais surtout si vous êtes en business, faites paiement automatique. J'en ai fait les frais. J'ai perdu des points parce que quand vous démarrez un business, il y a la facture d'électricité, tout. Je croyais que je pouvais m'en sortir. Vous êtes là, vous démarrez le business. Donc, à un moment donné, j'ai mis tout en automatique. Et c'est comme ça que tous mes points ont commencé à s'améliorer. Donc, il faut payer vos factures et vos prêts à temps pour éviter les retards et les défauts de paiement. Donc, moi, j'avais des retards pour quand j'ai ouvert le business, j'avais des défauts de paiement. C'est quand l'électricité m'a envoyé une lettre en me disant, on va couper l'électricité dans ton business. J'ai dit, hey, donc je n'avais pas payé. Et ça avait fait diminuer beaucoup de points. Donc j'ai tout mis en automatique. Gérez vos dettes.
Gérer les dettes de manière responsable et éviter de trop s'endetter pour rien. Vérifiez vos rapports de crédit, toujours vérifier sa cote de crédit. Allez toujours dans votre compte bancaire, regardez les relevés, contrôlez si tout est bien, si on a bien écrit. Allez encore regarder la cote de crédit. Vérifiez régulièrement vos rapports de crédit pour vous assurer qu'il est exact et à jour. Des fois, il peut ne pas être exact parce que, encore, j'ai dit, à la fin de la journée, c'est des êtres vivants qui écrivent. Et comment, ça c'est supplémentaire, comment améliorer notre historique de crédit? Soyons patients, améliorons notre, améliorer notre historique de crédit, ça peut prendre du temps. Comme moi, j'avais eu trop de retard de paiement, trop de défauts, parce que j'avais oublié. Des fois, je croyais que j'avais payé. Des fois, j'avais payé en janvier, je me retrouve en avril. Dans ma tête, c'est que j'ai payé, mais j'ai oublié que 2 mois sont déjà passés. Ça a pris du temps pour que j'améliore. Soyez responsable. Gérez vos finances de manière responsable pour améliorer vos historiques de crédit. Demandez de l'aide si nécessaire. Donc, moi, je suis là. Je suis humaine comme vous, hein, donc je vous dis, j'oublie aussi. C'est pourquoi je suis passée en automatique. Quand vous sentez que vous allez oublier, que vous avez trop de choses à faire, passez en automatique. Et quand vous passez en automatique, assurez-vous quand même qu'il y a l'argent sur le compte. Parce que quand il n'y a pas l'argent sur le compte, ça devient notre paire de manches. Si vous n'avez pas de l'argent, je crois, votre banque va vous facturer 45 $ et celui qui est passé aussi va vous facturer. Souvent, vous vous retrouvez avec une facture supplémentaire de 100 $ parce qu'il n'y avait pas de l'argent. Vous étiez en automatique. Toujours vous assurer pour vos factures qu'il y a de l'argent. Contrôlez. Faites vraiment, analysez vos finances tout le temps. C'est le travail qu'on fait au Canada maintenant. Donc, vous demandez de l'aide si vous avez des difficultés à gérer vos dettes. Donc, je suis là pour vous accompagner. Il y a également des gens qui m'ont contacté sur comment faire les dépenses, comment faire leurs achats et ainsi de suite. Ça, c'est notre travail. On a été formés pour ça. Alors, comment sont calculés les historiques de crédit? Les historiques de crédit sont calculés en fonction de plusieurs facteurs qui sont pondérés différemment selon les agences de crédit. Donc, je vais vous présenter les principaux facteurs qui peuvent influencer le calcul de votre historique de crédit, donc ou code de crédit. Historique de paiement, 35 à 40%. Quand vous payez à temps, ça va affecter positivement 35 à 40% de vos points, positivement ou négativement. Les retards de paiement, défaut de paiement, 35 à 40%. Vous avez les dettes aussi totales. Le montant total de vos dettes affecte de 30 à 35% les ratios des dettes. Et puis, on fait ratio avec revenu, quoi. C'est pas juste dette. On voit c'est quoi vos entrées, c'est quoi vos dettes. L'utilisation des lignes de crédit. La durée de l'historique de crédit, très important. Âge des comptes de crédit. Comme je vous ai dit, nous, les nouveaux arrivants, on sera dans faible, mais avec le temps, ça va monter parce qu'on vient d'arriver. La durée de l'utilisation du crédit. Le type de crédit. Vous avez les prêts, cartes de crédit, ça peut affecter de 10 à 15%. Gestion des différents types de crédit. Il y a aussi les nouvelles demandes. Nombre de demandes de crédit récentes, fréquence de demandes de crédit. Trop de demandes, moi, je vais vous dire, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Trop de demandes. Quand tout le monde est en train de questionner votre historique, ça va enlever les points. Alors, merci beaucoup. La foire aux questions. Si vous avez des questions, je vais demander à Papa Paco de s'il peut couper l'enregistrement, si c'est possible.